Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Le détective Abraham Levin, du 43e district de Brooklyn, est assis à son bureau lorsqu'il entend un faible coup frapper à la porte. Mais tellement faible que Crowley, son adjoint, ne l'a pas entendu. On frappe à nouveau, mais un peu plus fort. « Entrez !» lance Levin sans lever les yeux. Cette fois, le bouton de la porte tourne en hésitant et une enfant apparaît. C'est une petite fille de 10 ans à peu près. Ses cheveux sont blond clair et tenus en tresse. Elle a de grands yeux bleus pleins d'innocence et son visage au teint de pêche forme un très bel ovale. « Est-ce que je peux entrer ?» demande la petite fille. « Entrez, mademoiselle !» lui répond Levin. « Vous êtes un détective ?» répond la petite fille. Levin acquiesce d'un signe de tête. « Oui, j'en suis un. »« Mon nom, » déclare avec solennité la petite fille, « est Alice Thornbridge Walker. J'habite 777 West End Avenue, appartement 4A. Je veux déclarer un meurtre. »« Un meurtre ?» répète Levin, qui n'en croit pas ses oreilles. « Ma mère, dit-elle toujours avec autant de solennité, a assassiné mon beau-père. » Levin lance un regard en direction de Crowley, qui l'encourage d'une moue qui semble vouloir dire « laisse-la parler », ou bien elle a fait un pari avec une de ses copines, ou bien elle est dingue. Levin ramène son regard sur Alice Thornbridge Walker. « Raconte-moi, Alice, quand est-ce que c'est arrivé ?» « Il y aura 2 semaines jeudi. Il était 2 heures de l'après-midi. » Devant le sérieux de la petite fille, Levin attire vers lui une feuille de papier et prend note de ce qu'elle lui raconte. Il lui demande « Comment s'appelle ta mère ?»« Gloria Thornbridge Walker. Elle travaille la nuit au New York Times. Et mon beau-père s'appelait John Walker. Il était avocat. » Levin inscrit les noms avec sérieux et demande « Le nom de ton père était Thornbridge, c'est ça ?»« Oui, Jason Thornbridge. Il est mort quand j'étais petite fille. Je crois que ma mère l'a tué aussi, mais j'en suis pas absolument sûre. »« Oui, je vois. Mais tu es absolument sûr que ta mère a tué Albert Walker, c'est ça ?»« Oui, mon beau-père. Quand mon papa est mort, on a dit qu'il s'était noyé accidentellement dans le lac Champlain. Moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre parce qu'on disait aussi que mon papa était un très bon nageur. Mon beau-père, lui, c'était pas un athlète. Il était presque devenu infirme. »« Ah oui? Alors, comment est-il mort ?»« Ma mère a fait un grand bruit devant lui, » répond Alice calmement. Le crayon de Levin s'arrête dans sa course. Il ne décèle aucune note d'humour dans le ton de la petite fille. Si elle est venue ici pour se moquer, alors c'est une actrice remarquable, car aucun signe de plaisanterie ne transparaît sur son beau visage. Avant que Levin ait pu formuler une réponse à ce qu'elle vient de dire, Alice a sauté de sa chaise. « Je peux pas rester plus longtemps. Je me suis arrêtée ici en revenant de l'école. Si maman apprenait que je suis allée raconter son crime à la police, elle pourrait essayer de me tuer aussi.
Ce que je vous ai dit est sérieux, monsieur. Je ne raconte pas de mensonges et je ne fais pas de blagues. Vous n'êtes pas obligé de me croire tout de suite, mais vous devez faire une enquête et découvrir si, oui ou non, je dis la vérité. Et vous verrez que je vous ai dit la vérité. La petite fille se retourne brusquement vers Levin. D'un ton résolu et solennel, elle déclare « Mon beau-père était un brave homme. Ma mère est une mauvaise femme. Vous découvrirez ce qu'elle a fait et vous la punirez. » Elle agite la tête dans un geste bref et quitte la pièce sans oublier de refermer la porte. Levin doute de l'existence de ces crimes racontés par une petite fille innocente, mais il se sent le devoir de vérifier. Il décroche le téléphone et compose le numéro du New York Times. Au bout de quelques minutes, la notice nécrologique sur Albert Walker lui est lue. Décédé d'une crise cardiaque. Entrepreneur de pompes funèbres, Junius Merriman. Un coup de fil à Merriman lui fournit le nom du docteur d'Albert Walker, Henry Sheffield, qui l'appelle au téléphone. « Je ne peux pas comprendre pourquoi la police s'intéresse à une défaillance cardiaque, » dit le docteur Sheffield. « Il avait eu une alerte 7 mois plus tôt. Mais où voyez-vous le problème, inspecteur? »« Oh, pas de problème, docteur. Simple vérification de routine. Je vous remercie. » Le lendemain, Levin a décidé de pousser plus loin ses vérifications. D'abord, il doit trouver l'école. Alice a bien dit qu'elle s'était arrêtée alors qu'elle sortait de classe et qu'elle rentrait chez elle. Sur le plan de la ville, il repère 2 écoles. L'une est un cours secondaire, l'autre un cours élémentaire. C'est certainement là que Alice Tonbridge Walker doit être inscrite. Crowley, tu pourrais peut-être approfondir les circonstances du décès de Tonbridge pendant que je prends contact avec l'école d'Alice. Évidemment, tu préfères aller parler avec une jeune institutrice plutôt que d'enquêter sur un cadavre. Ah, je te reconnais bien là, dit Crowley. Madame Pigeon, la directrice de l'école, est fort intriguée quand le portier introduit le détective Levin dans son bureau. « J'aimerais parler à la maîtresse d'une de vos élèves, Alice Tonbridge, » dit Levin. « Pour quelle raison ?» demande la directrice avec une réserve sèche, mais polie. « Elle est venue nous faire un rapport hier, » lui dit Levin. « Il nous est difficile de vérifier. Cela pourrait nous aider d'en savoir un peu plus sur elle, sur son comportement, enfin, vous voyez, sur ce genre de choses. » La défensive commence à poindre dans l'attitude de Madame Pigeon. « Quel genre de rapport ?»« Excusez-moi, mais s'il n'y a rien, il vaudrait mieux ne pas trop s'étendre là-dessus, » dit Levin. « Mais rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec l'école. »« Bien, puisque vous souhaitez parler avec Miss Dolly, je vais la faire appeler. »« Je vous en remercie, Madame la directrice. » Levin reste seul. Il imagine Miss Dolly, c'est sûrement une jeune femme longue et mince qui va apparaître d'une minute à l'autre. Crowley avait raison de pester. Il se lève précipitamment pour serrer la main que lui tend une solide quinquagénaire. « Tâchez de ne pas être trop long, monsieur Levin. Vous pouvez rester dans mon bureau, » dit la directrice en refermant la porte. Levin se retrouve en tête-à-tête avec Miss Dolly. Le beau-père d'Alice Tonbridge Walker est mort il y a 2 mois, commence Levin. Oui, Alice l'adorait. Sa mère l'avait épousé il y a 1 an. Son vrai père est mort peu de temps après sa naissance. Monsieur Walker avait beaucoup d'importance pour Alice, conclut Miss Dolly. Comment s'entendent Alice et sa maman? Normalement, pour autant que je sache, je n'ai jamais remarqué aucun signe de discorde entre elles. Est-ce qu'Alice est une enfant qui a, beaucoup d'imagination? Elle est très ingénieuse, si c'est ce que vous voulez dire, inspecteur. Est-ce qu'il lui arrive d'inventer des histoires, disons, abracadabrantes? Oh, des mensonges! Elle secoue la tête. Non. Et puis, elle a bien les pieds sur terre. Levin soupire. Merci. Merci beaucoup, Miss Dolly. Levin est sur le point de partir
quand l'institutrice tente de le rattraper. « Si vous me parliez de cette histoire invraisemblable, je pourrais peut-être vous aider. »« Oh, vous êtes bien aimable, Miss Dolly, mais je préfère ne pas en parler avant d'être sûr que ce qu'Alice m'a raconté est vrai. Mais je vous remercie, Miss Dolly. Vous m'avez déjà beaucoup aidé. » De retour au bureau du 23e district, Levin n'a pas le temps d'accrocher son manteau que Crowley se précipite sur lui. « T'es verni, Levin, t'as manqué l'ouragan. » Qu'est-ce qui a bien pu se passer au 23e district pendant que Levin était avec l'institutrice d'Alice? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Alice Thornbridge Walker est une petite fille de 10 ans dont la joliesse semble aller de pair avec l'innocence. Pourtant, c'est elle qui vient de pousser la porte du 23e district de Brooklyn pour déclarer un meurtre. Elle accuse sa mère d'avoir provoqué la mort de son beau-père cardiaque, Albert Walker. Devant le sérieux de la petite fille, le détective Levin et son adjoint Crowley ont entrepris de vérifier ce que leur a dit Alice. « De quel ouragan veux-tu parler, Crowley ?» demande Levin. Crowley ne se fait pas davantage prier pour raconter la scène. « La mère d'Alice est venue. Dr. Sheffield a mis au courant de ton coup de téléphone au sujet de la mort de son mari. Elle est entrée ici comme une furie, disant qu'on se met la calomnie sur sa famille et qu'on devait laisser sa fille tranquille. » Et tes recherches sur le décès du vrai père d'Alice Thornbridge, qu'est-ce que ça a donné? Mort accidentelle. Ça ne fait aucun doute pour personne. Il est allé nager trop vite après un repas copieusement arrosé. Au fait, comment ça s'est passé avec l'institutrice d'Alice? Raconte un peu. Levin sourit malicieux. T'as vu juste, Crowley. Miss Dolly a été une fort jolie personne, mais ça doit remonter à une trentaine d'années. En tout cas, d'après elle, Alice est une enfant dégourdie et réaliste. Si elle nous raconte quelque chose, c'est sûrement la vérité. Crowley joue nerveusement avec son crayon. Pour ce qui est de la mère d'Alice, j'étais obligé de tout lui raconter, tout ce que sa fille est venue nous dire. Tant pis, dit Levin. Et quelle a été sa réaction? Elle m'a pas cru. Elle ne voyait pas pourquoi Alice aurait pu raconter une chose pareille. Est-ce qu'elle était chez elle quand son mari est mort? Elle dit que non. Crowley s'enfonce dans son fauteuil. Il fallait toujours quelqu'un en permanence et Walker ne voulait pas d'infirmière. Madame Thornbridge Walker a donc attendu le retour d'Alice pour aller faire les courses. Son mari était vivant quand elle est partie. Elle l'a retrouvé mort en rentrant 1 heure plus tard. Enfin, c'est ce qu'elle prétend. C'est Alice qui l'a trouvé mort? Non. Quand elle est rentrée, sa fille regardait la télévision. Et le bruit à l'origine de la crise cardiaque, selon Alice, elle en parle? Enchaîne Levin. Elle n'a rien entendu et elle n'a aucune idée de ce qu'Alice veut dire. Levin soupire. Bon, reprend-il, nous avons 2 versions contradictoires. Alice prétend que sa mère était à la maison et qu'elle a fait un bruit très fort. Quant à sa mère, elle dit qu'elle était allée faire les courses. Il faut que je parle de nouveau avec Alice. Je suis curieux de voir si elle va flancher quand elle entendra la version de sa mère. Crowley cesse de faire tourner son crayon entre les doigts et regarde Levin. Moi, je me demande si la mère va essayer de faire taire sa gosse. Bon, Crowley, on a la journée devant nous pour agir. Je vais appeler l'école. Aujourd'hui, l'institutrice donne une interrogation trimestrielle sur les maladies cardiaques, urinaires et digestives. Levin obtient donc de s'entretenir avec Alice uniquement pendant la récréation de 10h45. « Je suis désolé, Alice, mais nous n'avions pas le choix. Ta mère devait être mise au courant. » commence Levin dès que la petite fille entre dans le bureau de la directrice. Alice réfléchit, puis, toujours solennelle, « Je crois que tout se passera bien.
Elle n'osera pas me faire de mal, ce serait trop manifeste. Et ma mère est quand même quelqu'un de subtil, Monsieur Levin. Levin sourit malgré lui. Dis donc, tu as du vocabulaire, toi, hein? Oui, je lis beaucoup. Maman a beaucoup de livres. J'ai du mal à attraper ceux qu'elle range tout en haut de la bibliothèque, mais c'est ceux où je trouve les choses les plus intéressantes et où j'apprends beaucoup sur la vie. Écoute-moi, Alice. À propos du jour où ton beau-père est mort, ta mère a déclaré qu'elle était sortie faire des courses et qu'elle l'avait trouvé mort à son retour 1 heure plus tard. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ridicule, reprend Alice avec aplomb. C'est moi qui suis allée au magasin, mais je suis revenue un peu trop vite. Un peu trop vite? Comment ça? En sortant de l'ascenseur, j'ai entendu un grand bruit métallique venant de l'appartement. Et puis, le bruit a recommencé quand j'ai ouvert la porte. J'ai vu ma mère sortir de la chambre de mon beau-père. Elle avait l'air bizarre. J'ai bien vu que je la dérangeais, mais elle a fini par me sourire. Et puis, elle m'a dit que quelque chose de terrible venait d'arriver. Et elle a couru au téléphone pour appeler le docteur Sheffield. Elle a fait comme si elle était profondément bouleversée, exactement comme si c'était vrai. Et le docteur Sheffield ne s'est rendu compte de rien. Mais pourquoi n'es-tu pas venue tout de suite au commissariat, Alice? Je pensais que personne me croirait et j'avais peur de ma mère. Mais lundi, au cours d'instruction civique, Miss Dolly nous a parlé des devoirs de la police, qui est de faire des enquêtes sur les crimes et de veiller à ce que tous les coupables soient punis. Alors, je me suis dit que si je venais vous voir, vous feriez de toute façon une enquête. Miss Dolly a raison, Alice. Nous sommes en train de mener une enquête. Voyons, tu m'as dit être allé au supermarché ce jour-là. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui puisse se rappeler que c'est toi qui as fait les courses et non ta maman? Alice réfléchit, portant un doigt à ses lèvres, mais finalement secoue la tête. Non, je vois pas. Je connais personne dans mon quartier. Levin se lève. Nous allons voir ce que nous pouvons faire. Ce bruit dont tu m'as parlé, Alice, sais-tu comment ta mère a pu le provoquer? Non, je suis désolée. Ça ressemblait à un gong ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que ça pouvait être, mais c'était terriblement fort. Et mon beau-père a dû avoir très peur. Les cardiaques sont vulnérables. Oui, je sais, Alice. Moi aussi, je suis cardiaque, dit Levin en portant instinctivement sa main au cœur. Dis-moi, est-ce que ta mère avait quelque chose entre les mains quand elle est sortie de la chambre? Non, rien. Bon. Retourne en classe maintenant. Tu vas rater ton interrogation écrite. Mais, dis donc, tu dois être incollable, hein, sur les maladies cardiaques. Ricane Levin. Alice pâlit. Merci pour votre aide, monsieur le détective. Mais c'est mon devoir, Alice, comme tu le faisais justement remarquer tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je pourrais faire pour toi? Elle attend pendant qu'il sort un petit carnet de sa poche et se met à écrire. Si tu as l'impression qu'il y a un danger, si tu as un ennui, appelle-moi à mon bureau jusqu'à 17 heures et ensuite chez moi. Tiens, voilà les 2 numéros de téléphone. Merci, dit vivement Alice. Elle plie le papier, le fourre dans la poche de sa jupe et file. Crowley est déjà rentré quand Levin arrive au bureau du district. « J'ai vu le docteur Sheffield. Il pense que cette histoire est complètement inventée par Alice et que c'est par réaction au choc qu'elle a subi avec la mort de son beau-père. »« Eh bien, moi, dit Levin d'un ton las. Personne n'a pu m'assurer qu'il avait vu Alice aller faire les courses le jour de la mort d'Albert Walker. Pas plus les employés du supermarché que le concierge de l'immeuble. Alice doit être rentrée de l'école maintenant. « Et si sa mère s'en prend physiquement à elle ?» demande Crowley. « Non, non,
Elle ne le fera pas. Si Alice disparaissait ou avait un accident, nous saurions tout de suite la vérité. Non, non, elle ne prendra pas ce risque. Avec son mari, tout ce qu'elle avait à faire, c'était d'abuser un médecin qui était tout disposé à la croire d'emblée. Non, cette fois-ci, elle devrait convaincre 2 flics, c'est une autre paire de manches. Alice est probablement plus en sécurité maintenant que sa mère sait qu'elle est venue nous voir. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Terminé pour aujourd'hui, Cranley. Demain, j'irai jeter un coup d'œil à l'appartement de Thornbridge Walker. Toute la nuit, Levin ressasse cette histoire. Il revoit Alice lui racontant le meurtre commis par sa mère, mais la petite fille si posée n'arrive pas à le convaincre. Il ne croit pas non plus à l'hystérie meurtrière de sa mère. À peine assoupi, il se réveille en sueur. Il a compris. C'est comme si il avait rêvé la vérité ou quelqu'un lui avait murmuré à l'oreille comment Albert Walker est mort. Madame Thornbridge tuera sa fille cette nuit et il n'y aura aucun moyen de la prendre en défaut, aucune preuve, rien, aucun moyen. Comme lors de son premier meurtre. S'il arrive là-bas à temps, il pourra l'en empêcher. Il repousse les couvertures et saute du lit, allume la lumière dans le couloir pour ne pas être aveuglé et remet ses vêtements de la veille. Il est 3h30 à sa montre. Gloria Thornbridge Walker rentre à 4h de son travail. Il est déjà dans la cage d'escalier quand il entend le téléphone sonner, mais tant pis, il faut qu'il fonce là-bas. Tout le long du trajet, il repense à ce coup de téléphone qu'il n'a pas décroché. Il arrête sa voiture en double fil. Son cœur lui fait mal. Il ne peut pas grimper les escaliers et il est contraint d'attendre ce qui ressemble plus à un monte-charge qu'à un ascenseur. Enfin, il arrive. La porte de l'appartement 4A est entrebâillée. Il porte la main à sa hanche, mais il est parti trop rapidement et il a oublié de prendre son revolver. Il franchit le seuil prudemment, essayant de percer l'obscurité. Soudain, un visage apparaît devant lui, lumineux, le regard fixe, horrible. Vert fluo, une face de démon qui le fixe dans l'obscurité. Il pousse un cri, une panique instinctive emplit sa bouche de salive et il recule en trébuchant pour s'éloigner de la chose, heurtant le chambranle de la porte. Et la figure disparaît. Il tâtonne autour de lui, les mains tremblantes, ayant perdu tout sens de l'orientation. Il faut qu'il sorte, il faut qu'il trouve la porte. Il sait qu'Alice essaie de le tuer comme elle a tué Walker, en arrêtant son cœur. Un cri de terreur secoue ses oreilles, fort, incroyablement fort, amplifié au-delà du pouvoir d'une voix humaine, un hurlement terrible de haine, le pénétrant jusqu'aux os, et ses mains tremblantes touchent le mur. Il s'y appuie, il a la bouche ouverte, cherchant sa respiration. La poitrine oppressée, le cœur battant irrégulièrement avec des soubresauts d'animal blessé. Les échos du hurlement s'estompent, puis il retentit à nouveau, encore plus fort, faisant vibrer les bibelots de la pièce. Levin trébuche contre un fauteuil et s'affaisse lourdement sur le plancher. Il reste étendu, haletant, terrifié comme un lapin pris au collet. Il gît sur le dos, empêtré, désemparé dans son lourd manteau. Le silence se prolonge. L'obscurité de l'appartement reste totale. Petit à petit, la raison lui revient. Elle l'a entendu tomber, et maintenant, elle attend pour être sûre qu'il est mort. Si elle l'entend bouger, elle lui assènera à nouveau ce son terrifiant. Pour l'instant, elle attend. Et cette attente donne à Levin sa seule chance. La figure horrible est seulement peinte en vert fluorescent et un projecteur l'illumine. Le hurlement provient d'un magnétophone au maximum de sa puissance. Voilà, c'est tout simplement un magnétophone et un ballon. Rien qui puisse le tuer s'il ne s'affole pas. Tandis qu'il reste sur le dos, occupé à récupérer, le halo d'une lampe électrique est braqué sur lui.
Levin la fixe. Non, Alice, ça ne prend pas. La lumière s'éteint. Ne perds pas ton temps, Alice, reprend-il dans l'obscurité. Si ça n'a pas marché tout de suite, quand je n'étais pas préparé, ça ne marchera pas du tout. Il sait qu'elle écoute, que tant qu'elle écoutera, elle ne fera rien. Il se redresse pour s'asseoir. C'est seulement en arrivant ici que j'ai compris que tu voulais me tuer. Tu voulais me tuer parce que tu as eu peur que je découvre ton meurtre à partir du moment où je t'ai dit que tu devais être incollable sur les maladies cardiaques. Tu pensais dire à ta mère que tu m'avais téléphoné parce que tu avais peur et que moi aussi j'avais eu peur. Peur au point que mon cœur s'arrête. Mais il y a une chose que je ne comprends pas, Alice. C'est pourquoi tu as voulu supprimer ton beau-père. C'était pénible quand ma mère vivait seule. Mais quand elle s'est remariée, ça a été pire. Ne fais pas ceci, Alice, ne fais pas cela, Alice. Il était toujours sur mon dos. Je pouvais plus le supporter. Mais tu n'as pas pensé que ce serait encore plus pénible après, quand la police te punirait, puisque c'est son devoir, comme Miss Dolly te l'a expliqué. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.